Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors vous avez sûrement déjà entendu cette citation de Warren Buffett qui dit que sa période de détention favorite pour une action, c'est pour toujours. Alors oui, je sais, je reparle de Warren Buffett, mais je sais que les vidéos dans lesquelles je parle de Buffett ont en général pas mal de succès, donc j'en ai déduit que c'était un sujet qui vous intéressait pas mal. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est sa manière à lui de dire que quand il investit, il prend des entreprises solides qui seront encore là dans 10 ans, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde les actifs qu'il détient, on voit qu'effectivement, il ne vend pas beaucoup et qu'il garde certaines actions pendant des dizaines d'années. En fait, si on fait la moyenne, je crois qu'il a une détention moyenne qui va être d'environ 20 ans. Si je prends l'exemple de ses actions Coca-Cola, en fait, il les a achetées en 1988. Il les détient donc depuis 33 ans. Mais il y a encore mieux, si je prends sa position en American Express, il a commencé à investir dans Amex en 1962, c'est-à-dire il y a 59 ans. Mais il y a une autre raison pour laquelle il n'aime pas vendre. Mais cette fois-ci, c'est une raison fiscale. Alors, je vais prendre un exemple chiffré sous Excel. On va prendre l'exemple d'un investisseur qui investit 100 000 euros dans un compte titre classique avec un rendement de 10%. Alors, on est bien d'accord, ici c'est un exemple purement théorique. Je vais prendre un taux d'imposition sur les plus-values qui est de 30%. Je sais que ce n'est pas bon, qu'il y a des abattements pour durée de détention. Enfin bon, soyez indulgents, ne venez pas me challenger sur les chiffres. Pareil sur le rendement de 10%. On est plutôt sur des rendements d'habitude en bourse de 6-7%, mais on a été très mal habitué ces dernières années. Donc voilà, on est purement ici sur des chiffres fictifs. Donc, on va prendre le cas où cet investisseur met ses 100 000 euros et ne vend pas ses titres. Et donc, il fait uniquement le point au bout de la 20e année. Et on voit qu'à la fin de la 20e année, il a 672 000 euros. Donc, si vous m'avez suivi, vu qu'il avait investi 100 000 euros, il a 572 000 euros de plus-value. Donc, si j'enlève maintenant l'impôt sur les plus-values, il va lui rester une valeur nette d'un tout petit peu plus de 500 000 euros. Donc, on va avoir un rendement net de 8,4%. Imaginons maintenant qu'au bout de 10 ans, l'investisseur revende ses investissements pour les réinvestir ailleurs. Il a à ce moment-là 259 000 euros. Vu qu'il va vendre ses actifs, il va être imposé sur le capital gain, comme disent les Américains, sur les plus-values. Ici, il va avoir une plus-value de 159 000 euros. Donc, dans mon exemple, il paye 47 000 euros d'impôt et il lui reste une valeur nette de 211 000 euros. Et ici, on voit bien la différence. C'est qu'au lieu d'avoir 259 000 euros d'investis pour les 10 ans restants, il n'a que 211 000 euros d'investis. Ce qui lui donne, au bout de 20 ans, un montant de portefeuille de 548 000 euros et si on fait le calcul de la valeur nette, 447 000 euros. Au lieu de 500 000, vous vous souvenez dans le cas d'avant, donc il y a une perte de plus de 50 000 euros. Et c'est d'autant plus surprenant qu'on est vraiment sur le même taux de rendement et sur le même taux d'imposition. C'est juste que dans un cas, on n'a pas vendu pendant 20 ans et dans l'autre cas, on a vendu au bout de 10 ans pour réinvestir. Et si je prends l'exemple d'un investisseur qui cette fois-ci va vendre tous les ans son portefeuille pour réinvestir, on a bien sûr une énorme différence puisqu'à la fin, il lui reste une valeur nette de 386 000 euros au lieu des 500 000 s'il ne vend jamais. Et à nouveau, on a le même taux de rendement et le même taux d'imposition. Alors on est bien d'accord que ne pas vendre ses actions pendant 20 ans, ce n'est pas une très bonne idée. D'ailleurs, je vous rappelle que pour Warren Buffett, la durée de détention de 20 ans, c'est vraiment une moyenne, mais il n'hésite pas à vendre les entreprises qui ne performent pas bien. Mais si on retourne maintenant sur son portefeuille, on comprend son problème. Sur American Express, par exemple, sa position, lui, a coûté 1,2 ou plutôt 1,3 milliard de dollars. Et aujourd'hui, elle en vaut 18,3. Donc, il a investi 1,3 milliard, ça vaut aujourd'hui 18,3 milliards. Donc, il a deux choix. Soit il garde 18 milliards investis dans Amex, soit il vend pour investir dans autre chose. Mais s'il vend, il va payer à peu près 20% de taxes sur les plus-values et il ne va pouvoir réinvestir que 15 milliards. On a bien compris le problème, bien sûr, sur nos tableaux précédents. Alors, que retenir de tout ça ? Déjà, c'est l'importance, quand on peut, de limiter ou de repousser l'impact fiscal. Alors, bien sûr, on ne parle pas du tout ici de ne pas payer ses impôts, on parle plutôt, pour le particulier français, d'utiliser les enveloppes qui ont été créées, notamment le PEA ou bien l'assurance vie, et qui permettent d'investir sans subir trop de fiscalité. Si je prends un exemple, ce serait vraiment dommage de détenir des titres éligibles au PEA sur un compte titre, sauf bien sûr si vous dépassez déjà le plafond du PEA. C'est aussi important de bien gérer vos moins-values et vos plus-values. Les moins-values sont imputables pendant 10 ans sur vos plus-values, je vous le rappelle, donc n'oubliez pas d'en profiter. Deuxième remarque, c'est que pour obtenir l'effet boule de neige des intérêts composés, il faut, comme on l'a vu, limiter les retraits
du capital investi. Alors on l'a vu dans le cas des impôts sur les plus-values, mais ça marche aussi pour les dividendes. Si vous ne réinvestissez pas les dividendes ou bien s'ils sont fortement taxés, ça va aussi diminuer cet effet. Troisième remarque, ce petit rappel sur la fiscalité me permet aussi de vous rappeler à quel point l'analyse fondamentale est complexe. Alors quand on regarde le bilan de Berkshire Hathaway qu'on a sous les yeux, je vous rappelle, dans Berkshire, il n'y a pas que cet investissement dans les actions cotées. La plupart de Berkshire, ce sont des actifs non cotés qui sont détenus en totalité par Warren Buffett. Mais si vous vous amusez par exemple à faire l'analyse fondamentale de Berkshire Hathaway, vous pouvez facilement vous tromper sur ces actifs, prendre le montant global de tout ce qui est investi sur les marchés et oublier d'enlever tous ces impôts sur les plus-values latentes. Et ce genre d'erreur, c'est très facile à faire par moi comme par tout le monde quand on investit comme ça dans des entreprises, parce que c'est vraiment difficile de penser à tout, donc il faut toujours prendre une marge de sécurité. Parce que dans le cas qu'on a sous les yeux, on voit qu'on a un coût pour Warren Buffett qui a été de 108 milliards pour les actifs en question. Ils sont aujourd'hui valorisés à 281 milliards de dollars. Donc ça peut potentiellement représenter plus de 30 milliards de dollars, ce qui fait quand même une belle somme. Et dernier point, c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas copier le portefeuille de Warren Buffett. Parce qu'en fait, on ne sait jamais à quel point il détient Coca-Cola parce qu'il croit en la compagnie, ou bien est-ce qu'il reste investi dans Coca-Cola parce qu'il a 20 milliards de plus-value latente et qu'il n'a pas envie de payer 4 milliards d'impôts s'il les vend. Et donc, il va se retrouver à investir non plus 22 milliards, mais investir 18 milliards. Et peut-être qu'il préfère, comme je le disais sur Amex, avoir un petit peu moins de performance sur Coca, mais garder en portefeuille. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser pour tous les titres. Je pense que si on donnait un portefeuille complètement vide à Warren Buffett, il aurait une composition qui serait un petit peu similaire sur certains titres à celle qu'il a aujourd'hui, mais il y en a d'autres, je pense, qu'il ne les remettrait pas en portefeuille. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est savoir à quel point la fiscalité modifie vos choix. Est-ce que vous préférez acheter certaines valeurs pour pouvoir les mettre en PEA plutôt que d'autres, ou est-ce que, à l'inverse, vous faites partie de ces gens qui préfèrent maximiser la performance sans trop regarder la fiscalité, en vous disant que de toute manière, il vaut mieux payer beaucoup d'impôts sur une grosse performance plutôt que de limiter par exemple son choix sur des valeurs européennes pour potentiellement payer moins d'impôts. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça dans le champ commentaire, c'est là pour ça. En tout cas, merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.